monsieur le procureur de la République, monsieur l'avocat général, monsieur le juge. C'est avec beaucoup d'émotion que je plaide aujourd'hui devant votre tribunal. 18 ans, mesdames et messieurs, 18 ans, que ma cliente subissait chaque jour les crises de son mari devenu alcoolique au dernier degré. 18 ans, que les coups ponctuaient le quotidien de cette femme. Cette femme que je défends aujourd'hui et qui se trouve devant nous sur le banc des accusés. C'est lors de cette énième bataille, cette énième bousculade, que ma cliente a bousculé son mari qui la menaçait d'un couteau de boucher. 18 ans, mesdames et messieurs, que ma cliente multipliait ses emplois désespérément pour espérer de redonner un peu de vigueur à la flamme de son ménage, un peu de vie à son mari qu'elle aimait tant, malgré tout. Permettez-moi, monsieur le juge, de vous parler de cette femme, qui est aussi une mère. Une mère qui a toujours tout fait pour ses enfants, en espérant les protéger de la tristesse et du désespoir qui les menaçait. Comment peut-on, monsieur le juge, je vous le demande, et c'est pour toutes ces raisons et toutes ces familles humiliées chaque jour que je vous demande maintenant la relâche de ma cliente. Je vous remercie. Puisque nous abordons le sujet de l'aquarium, j'ai moi-même autrefois habité dans la rue de Sending. Pas dans la rue de Sending, ce serait ridicule. C'est dans les maisons que j'ai habité dans la rue de Sending. Dans une seule, celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Et c'est là que j'habite. Et là, il y a un escalier qui monte. L'escalier ne monte pas, nous montons les escaliers, mais enfin on dit ça comme ça. Et là, j'ai un aquarium. Il est comme ça, dans le coin. J'aurais pu aussi avoir un aquarium comme ça, rond. Mais il n'aurait pas bien été dans le coin. Tout l'aquarium n'est pas plus grand que ça. Disons, ça, ce sont les deux parois. Et ça, ce sont mes mains. Je vous explique seulement pour que vous compreniez mieux. Et ça, ce sont deux autres parois. Et en dessous, il y a le fond. S'il n'y avait pas de fond, vous pourriez y verser 10, 20, 30 litres d'eau, tout redégoulinerait par le bas. L'autre jour, il m'est arrivé quelque chose de terrible. J'ai vu que les poissons avaient besoin d'eau. Je leur en ai versé tout un seau. Le problème, c'est que l'eau dépassait de tout ça et que le poisson est passé par-dessus bord et il est tombé sur le sol. Ma logeuse m'a dit, vous verrez, le poisson, au sol, il va crever. Vous feriez mieux de le tuer. Alors, je me suis dit, il faut que je prenne le poisson, que je l'apporte jusqu'au fleuve, et là, que je le noie. Un petit rhume, monsieur Renders. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait épousé, sa femme, dont le grand-père avait épousé en seconde noces une jeune indigène, qui avait un frère, qui pendant ce voyage avait rencontré une jeune femme dont il s'était éprise et avec laquelle il eut un fils, qui n'était autre que le mari d'une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol. Et c'était peut-être même la petite fille d'un ingénieur mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait par un médiocre, et dont le frère, qui après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria, et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes, que lui avait offert un de ses cousins. Beau-frère d'un portugais. Ouais. Et dont le frère de lait épousa la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne. Vous suivez ? Voilà. Et donc, cette personne avait la grand-mère, une grand-mère qui, comme tout le monde en hiver, attrapait, monsieur Renders attrapait quoi ?
Un rhume, voilà. Merci beaucoup vraiment de cette belle prestation. La marche des vertueux est semée d'obstacles. Ils sont les entreprises égoïstes que fait surgir l'œuvre du malin. Mélis soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée de la mort, des ombres, des larmes, car il est le gardien de son frère et de la providence des enfants égarés. J'abattrai alors mon doigt d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse, violente, sur les hordes impies qui réduisent et pourchassent à néant les brebis de Dieu. Et là, tu connaîtras pourquoi mon nom est éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Ça arrivait toujours à un moment ou à un autre. Il y en a un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer, je veux dire, on était plus d'1 millier sur ce bateau. Entre les rupins en voyage, les émigrants et les autres gens bizarres et nous, et pourtant il y en avait toujours un seul sur celui-là qui la voyait. Un qui était peut-être en train de manger ou de marcher simplement ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan et il la voyait. Alors il s'immobilisait là sur place, et son cœur battait en explosé. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « L'Amérique !» Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. C'est pas une question de hasard, mais une question de bonne vue, non, c'est le destin. Ces types-là, depuis toujours dans leur vie, ils avaient cet instant-là décrit. Même tout petit, si tu les regardais dans leurs yeux, tu pouvais déjà la voir, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long du corps ou du sang, je ne sais quoi, puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis dans ce cri, l'Amérique! Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Budman Tidi Lemon Novecento, le plus grand pianiste ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. Les enfants, il y avait 3 mages, Melchior, Balthazar et Didier. C'était Didier le 3e. Alors Didier, le roi mage. Où allons-nous, Melchior? Melchior le grand. Nous allons voir l'étoile du berger. Quand tout à coup, les enfants, arriva le 4e roi mage. Oui, parce qu'on a tendance à dire qu'ils étaient 3, mais ils étaient 4. Le 4e, D'Artagnan. Oui, je suis D'Artagnan, le 4e roi mage, en avant mousquetaire. Et ils marchaient, ils ils arrivèrent devant la porte du minaret du berger. Le berger, cher voyageur, j'ai fait de la frangipane, vous m'en direz des nouvelles.
Ici, je connais l'histoire. C'est cuit, cria la bergère, la femme du berger. Pendant ce temps-là, Melchior cherchait le bébé sous la table. Le berger prit un morceau de galette. Melchior, vous en voulez? Non, je suis sous la table. Donnez-le à Gaspard. Gaspard, oh putain. Donnez-le à Gaspard. À ce moment-là, le berger prit une deuxième part de gâteau et dit Melchior a fait merde à la fin, cria Melchior. Enfin voilà les enfants, à peu près l'histoire de la galette des rois. Martine, Titine, Nini, les lichons, les couilles de papa sont pendues au plafond. Ma mère, mon connard, va trouver commissaire. Commissaire, mais les couilles en prison. Thomas! S'il te plaît, quel âge as-tu? Ne me fais pas honte. Le commissaire arrive. Mais maman, j'ai 7 ans, mais tu sais, je trouve que je suis trop intelligente pour rester dans ma classe. Je veux aller au lycée. Ben voyons. Petit test. La vache en a 4 et moi j'en ai 2. Qu'est-ce que c'est, Thomas? Ben, des jambes, ma maman. Des jambes. Bien. Qu'est-ce que tu as dans ton petit pantalon que je n'ai pas dans le mien? Des poches, maman. Qu'est-ce qui est mou et qui, aux mains d'une femme, devient dur? Le vernis à ongles, maman. N'est-ce pas? Bien, mon enfant. Qu'est-ce qui commence par la lettre C, qui est humide ou sec, et que les hommes aiment regarder? Maman, le ciel bleu. Où est-ce que les femmes ont les poils les plus frisés? En Afrique, maman, tout le monde le sait. Mon enfant, c'est bien. C'est pas au lycée que je vais t'emmener, mais c'est à l'université. Oui, maman, merci. D'ailleurs, c'est avec l'âge que l'on devient pervers. N'est-ce pas, monsieur le commissaire? Merci beaucoup, Catherine. Catherine était donc notre 7e finaliste. J'ai pris les choses en main. Je veux en sorte que ces gens soient unis et en vie. C'est ce que je me tue à faire depuis le début. J'ai jamais demandé d'être le chef. Non, j'ai tout mon arme pour me protéger. En fin de compte, il a entendu juste une chose. C'est que j'ai le dos tourné pour m'abattre. J'avais pas le choix. J'ai dû me défendre. C'était mon ami, mais il voulait juste me débarrasser de moi. Mais j'ai la conscience tranquille. Mais à vrai dire, vous vous débrouillez peut-être mieux sur moi. Allez-y, je vous en prie. Pour moi, on peut tout commencer, quelque part. Mais que je suis peut-être dans la PAC, peut-être que je me plante, peut-être que je m'envoie la face en fin de compte. Allez-y dans la forêt, tout seul. J'ai hâte de vous voir. Et pensez à m'envoyer une carte postale. Allez! Je vous tiens plus. Vous me croyez plus malin? On va combien de temps vous tiendrez. Alors? Personne se lance? Hein? Personne? Parfait. Mais que les choses soient claires. Si vous restez, sachez que la démocratie va juste mourir. Thème du jour. Ma mère. Mado le Goupil est l'organisme vivant le plus redouté de Croqueville en Provence. Un être au physique d'exception, comme seule la région marseillaise peut en concevoir. Un grand coup d'aïoli. Elle avait à peine 5 ans lorsqu'elle déshabilla le fils du garagiste pour entreprendre l'étude approfondie d'un objet fascinant dont elle s'estimait frustrée par la nature. Et c'est à cause de cette rébellion que Mado devint une croqueuse d'hommes. Les fêtes au village étaient son terrain de chasse favori. Avant chaque balle, elle prenait toujours soin de maîtriser son ennemi intime, l'hypoglycémie, grâce à quelques fougasses
bien trempée dans l'huile. Et là, le ventre bien calé, elle partait, offrir son corps épanoui aux étalons rougeaux sévissant sur la piste. Son arrivée sur la place générait des mouvements de foule incontrôlés. L'orchestre, comme pour prévenir l'auditoire, se mettait à jouer faux. Les mères arrachaient leurs fils adolescents. Les épouses enlaçaient leurs maris avec une fougue inhabituelle. Pauvres fous étaient ceux qui croyaient résister à Mado. Je vais bien. Je vais vraiment, vraiment bien. Non, mais en fait, je suis mal. Je suis mal seule, je suis mal en compagnie. Il y en a des jours et des jours que je me demande ce que je fous sur cette terre. J'aimerais parler avec toi de mon problème existentiel. Tu vois, j'ai compris un peu tard, mais j'ai compris que pour vivre en ce monde, il faut entrer dans le jeu, s'adapter, accepter le rituel. Mais c'est justement ce jeu dont je ne veux plus. Tout est impitoyable, infect, violent, vulgaire. Bon, alors tu vas me dire qu'est-ce que tu veux? Nous vivons dans la culture des comment on dit déjà, des téléfilms. Non mais tu vois pas, j'avais des rêves, oui j'avais des rêves. J'y croyais moi, et j'y croyais pleinement. J'ai plongé dans toutes mes utopies, oui j'ai plongé dedans, j'ai plongé avec l'enthousiasme, mais tu vois mais ça ne marche pas, ça ne marche plus, parce que tu vois je vais maintenant éteindre le courant. Évidemment avec impatience de connaître le nom du grand gagnant ce soir. Est-ce que vous pensez que le jury a fait son choix? Voilà, ils viennent de terminer de délibérer, donc je vais vous demander d'accueillir monsieur Nicolas Ciavarella, madame Virginie Visconti, madame Sherazade Benadi, la chanteuse Stephen, mademoiselle Nina Mélis, monsieur Alexandre Bonsignor, et voici monsieur François-Xavier Hoffmann. Je vais également demander à monsieur le ministre Didier Renders de me rejoindre et à monsieur Montfort, directeur des cours Florent, de me rejoindre également. Voilà, je vais vous remettre l'enveloppe. Vous ne connaissez pas le nom qui est dedans. Pâques, Florian. Florian Pâques est donc notre grand vainqueur de ce soir. Il va venir nous rejoindre sur scène. Bonjour Nicolas. Tu peux venir rejoindre ici le président d'honneur qui va te remettre l'étoile. Je vais te remettre cette étoile de cristal. C'est un symbole pour ce soir, mais c'est surtout le début d'une très belle formation qui t'attend au cours Florent. Alors la réaction du gagnant, évidemment, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Dis-nous. Alors là, je tremble de partout, j'ai envie de... C'est un rêve qui s'accomplit et en fait...
Donc voilà, il y a 10 ans, j'ai commencé le théâtre en me disant que ça allait m'aider à m'extérioriser et à cacher ma timidité. Et puis maintenant, je me dis que au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que j'étais vraiment passionnée par ça. J'avais envie d'en faire mon métier. Et je crois que ce qu'on m'offre ici, dans ces 3 ans-ci, c'est vraiment une chance que je vais attraper au vol et que je vais plus lâcher du tout. Mais merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Tu as mis beaucoup de cœur, beaucoup d'enthousiasme et tu as beaucoup de talent. Félicitations. Thème du jour. Ma mère. Mado le Goupil est l'organisme vivant le plus redouté de Croqueville en Provence. Un être au physique d'exception, comme seule la région marseillaise peut en concevoir, à grands coups d'aïoli. Elle avait à peine 5 ans lorsqu'elle déshabilla le fils du garagiste pour entreprendre l'étude approfondie d'un objet fascinant dont elle s'estimait frustrée par la nature. Et c'est à cause de cette rébellion que Mado devint une croqueuse d'hommes. Les fêtes au village étaient son terrain de chasse favori. Avant chaque balle, elle prenait toujours soin de maîtriser son ennemi intime, l'hypoglycémie, grâce à quelques fougasses bien trempées dans l'huile. Et là, le ventre bien calé, elle partait offrir son corps épanoui aux étalons rougeaux sévissant sur la piste. Son arrivée sur la place générait des mouvements de foule incontrôlés. L'orchestre, comme pour prévenir l'auditoire, se mettait à jouer faux. Les mères arrachaient leurs fils adolescents. Les épouses enlaçaient leurs maris avec une fougue inhabituelle. Pauvres fous étaient ceux qui croyaient résister à Mado.